Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, crime des 7 écoliers de Kumba. Ces âmes innocentes ont entamé leur dernier voyage pour l'éternité. Elles ont reçu ce jour les hommages de la nation tout entière au cours d'une cérémonie funèbre que présidait le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Espoir brisé d'une paix brave entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel, le Seydou Bombondiaya retire au général Pierre Senghé l'organisation des championnats de Ligue 1 et 2, mettant ainsi en péril la saison sportive 2020-2021. Quel avenir pour le football camerounais? La question reste posée. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Les larmes versées ce jour à Kumba et à travers le monde entier n'ont pas suffi pour pleurer les 7 élèves abattus à la Mother Francisca School le 24 octobre dernier. Ils ont reçu les hommages de la nation tout entière au cours d'une cérémonie funèbre que présidait le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Retour sur cette ambiance lourde à Kumba dans ce reportage que signe François Dikome et Eric Fopoussi. Derrière les cercueils couverts du vert rouge jaune, un monde de tristesse. La nation pleure ses enfants. Des personnes présentes en nombre au Amusement Park de Kumba pour assister à la cérémonie officielle des obsèques des 7 élèves de la Mother Francisca Bilingual Academy, brutalement arrachés à la vie le 24 octobre dernier. Sur une banderole, on peut lire « Nos cœurs saignent pour les anges tombés, partis trop tôt mais ne seront jamais oubliés. Reposez en paix, nos martyrs. » Mais, signe des temps, le début du repos connaît une perturbation. Avant la cérémonie, un véhicule transportant l'une des martyrs prend feu sur le chemin. Plus loin, sur le même trajet, c'est un autre décor protocolaire. Le Premier ministre représente le chef de l'État à ses obsèques. Joseph Dione Ngouté est porteur d'un message de compassion. Consoler les parents des enfants qui ont été très froidement assassinés, mais aussi pour passer un message à la ville de Kumba et de ce fait à toutes les populations du sud-ouest et du nord-ouest qu'il fera tout pour que ces atrocités prennent fin. Cette cérémonie des obsèques a un fort accent religieux, une connexion à l'au-delà d'où pourrait venir la solution aux actes barbares. Une opportunité de travailler pour la paix. La paix ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous devons nous asseoir pour parler des problèmes qui minent notre maison. C'est le message principal de l'Évangile. Joseph Dione Ngouté, arrivé la veille à Kumba, a également rendu visite à l'hôpital aux blessés du massacre du Samedi Noir. Ici, il vient remettre des paquets envoyés par la première dame du Cameroun. Et le gouvernement camerounais condamne une fois de plus avec fermeté ces actes odieux commis contre des jeunes apprenants et leurs formateurs dans le but de dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et de créer la psychose au sein de la communauté éducative. Le ministre de la Communication transmet à toute la communauté éducative en général et particulièrement aux élèves victimes des attaques le soutien constant du président de la République, son Excellence Paul Biya.
Prenons cette information de dernière minute. Le cardinal Christian Toumi et le Fon Nso dans le nord-ouest enlevés cet après-midi par des hommes lourdement armés et présentés comme des séparatistes. L'enlèvement s'est produit alors qu'ils se rendaient dans la localité de Banso, c'est au nord-ouest Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Encore des grincements de dents, on le dit, montée Aurore à Yaoundé. Les populations s'opposent à la destruction de leurs biens et aux travaux engagés par le gouvernement sur leurs terres sans indemnisation préalable. Il s'appuie sur l'ordonnance du tribunal administratif qui ordonne l'arrêt des travaux en attendant que les choses soient tirées au clair. Ce que n'a pas respecté l'autre partie qui a fait venir des engins ce jour pour exécuter des travaux sous forte présence des forces de sécurité. Je vous propose de suivre la réaction de Jean-Louis Onambélé. Il est riverain et un des propriétaires des terres querellées. Dernièrement, on a vu les engins qui viennent chez nous. On se plaint. Le ministre nous reçoit dans son cabinet, le ministre Ketchak, en disant que une commission qui va venir va travailler avec nous. Il instruit le maire principal. Le maire principal nous dit que Ntibé Vunalou dit qu'il a dédommagé les gens. Il va nous sortir un listing des gens qui ont reçu l'argent. Depuis mardi, nous sommes à 3 semaines. Ce matin, on voit la police qui arrive avec le gouverneur. Et entre-temps, il y a un arrêté signé par la justice qui arrête les travaux pour qu'on voit clair sur ce problème. Ils n'ont pas respecté la loi. Ils sont venus ce matin avec les engins, avec des policiers armés de matraques et des armes lourdes. Le commissaire central a commencé à dire n'importe quoi. Nous, on s'est dit que la Cour suprême, c'est la haute juridiction. Mais quand la Cour suprême dit arrêt des travaux, on doit respecter ça. Je suis surpris qu'ils arrivent avec des engins policiers, gendarmes, pour nous séquestrer, pour faire passer la route. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Est-ce que le Cameroun est encore un pays de droit? Si c'est un pays de droit, qu'on me le dise. Si ce n'est pas un pays de droit, qu'on ne nous pousse pas à nous radicaliser. Les victimes collatérales nous parlent, c'est le titre d'un ouvrage sur Boko Haram. L'auteur y décrit les frasques d'une guerre asymétrique présentée comme un conflit interreligieux, mais qui n'en est pas un. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. La vie des populations de la région de l'extrême nord, consignée dans un livre. L'auteur relate le quotidien teinté de traumatisme des victimes de la secte islamiste Boko Haram. C'est un quotidien qui est fait de calvaire, de misère et de souffrance à cause des agressions répétées de la secte terroriste. Donc nous avons pensé qu'à travers notre plume, on peut faire vivre cette actualité, cette réalité à nos concitoyens. Donc je parcours les origines de Boko Haram, je parcours cette guerre qui est importée. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. C'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Loupepo. En 98 pages, l'auteur raconte les péripéties d'une guerre présentée au départ comme un conflit interreligieux. Pourtant, il n'en est rien. Au départ, on donnait l'impression que le christianisme était combattu. Mais quand vous voyez l'évolution sur le terrain, ces mêmes gens qui disent être musulmans agressent les chrétiens, agressent les musulmans. Ils se font exploser à la mosquée, ils se font exploser à l'église. Du coup, quand vous regardez, on ne peut pas conclure que c'est une guerre de religion. Quand ils attaquent un village, quand ils agressent des personnes, ils récitent des formules musulmanes. Mais très clairement, beaucoup de musulmans que nous avons rencontrés ne se reconnaissent pas dans cette façon de pratiquer la religion-là. Si leur foi est restée inébranlable malgré l'adversité, l'auteur présente les autorités religieuses comme victimes collatérales, elles qui ont souvent fait l'objet d'enlèvements par les terroristes de Boko Haram. Et pour sortir de ce traquenard, l'auteur propose des pistes de solutions en plusieurs points. Si on est chrétien, on peut intervenir dans le sens de la prière, on peut aussi intervenir dans le sens de la générosité. Et maintenant, si on est médecin, psychologue, psychiatre, on peut aussi intervenir en faisant montre de ses capacités pour aider ces personnes-là qui, sur le plan moral et mental, sont affaiblies par ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont subi. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. Le livre met sur la sellette les frasques de la secte islamiste, tout comme il questionne cette guerre asymétrique qui a plongé pasteurs et fidèles, en plus des forces de défense et autres civils, dans la misère
au quotidien. Voilà plus d'un an que l'activité économique est paralysée dans la ville de Kiossi, au sud de Cameroun. La pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières par la Guinée équatoriale le 11 octobre 2019 ont plongé les opérateurs économiques locaux et commerciaux gabonais, camerounais et équato-guinéens dans un désarroi sans précédent. D'autres précisions dans ce reportage de Roger Takala, Jean-Paul Chouniat. À la fermeture unilatérale de la frontière par la Guinée équatoriale le 11 octobre 2019, l'économie locale de la ville camerounaise de Kiossi tournait déjà au ralenti. Depuis ce 11 octobre jusqu'à nos jours, la frontière est fermée, les activités ont chuté, ont baissé. Je peux dire que Kiossi est même mort. Il n'y a plus rien à Kiossi actuellement qui tourne. La vitalité économique reconnue jadis à cette ville carrefour a encore pris un sacré coup avec l'arrivée de la pandémie Covid-19 dès le mois de février 2020. Ce qui poussait alors les autorités gabonaises à fermer à leur tour la frontière avec le Cameroun. Conséquence, l'arrêt de la circulation des personnes et l'échange des marchandises dans ces trois pays phares de la CEMAC a plongé Kiossi dans une morosité économique sans précédent. Kiossi vit grâce aux deux frontières. Nous avons nos partenaires en Guinée, les autres au Gabon. Quand la Guinée ferme comme ça, Kiossi meurt aussi, l'économie meurt. Quelqu'un peut facilement faire même une semaine sans vendre 5 000. Alors que ça, c'est un centre commercial où, à l'époque, on avait des grandes recettes, on faisait des grandes recettes tous les jours. Nous nous maintiens seulement parce que nous sommes un peu des anciens sur le terrain. C'est ce qui fait qu'avec la famille, tu ne peux pas fermer aussi. Si tu fermes, tu auras des difficultés. Des dizaines de commerçants ont déjà fermé boutiques et magasins depuis des mois. Et les bailleurs cherchent désespérément locataires pour tenter de rattraper des manques à gagner considérables. Dans cette affaire, la municipalité du coin ne sait plus où mettre la tête. Les recettes locales issues des impôts et taxes communales diminuent au quotidien. Kiossi est une ville commerciale et les principaux clients sont ceux-là qui viennent des villes, des pays voisins, c'est-à-dire la Guinée équatoriale et le Gabon. Et une fois que les frontières sont fermées, l'activité économique chute et tout devient compliqué. Donc c'est vrai que au niveau de l'État central, des démarches ont déjà été entreprises. Devant une économie locale asphyxiée et agonisante, le chef de l'exécutif communal de Kiossi mise désespérément sur la fin du coronavirus et l'ouverture incertaine des frontières pour voir l'activité économique de sa municipalité redémarrer à plein gaz et surtout tourner à plein régime pour une prospérité enfin retrouvée. Accentuer les investissements dans la ville de Douala, mettre fin au calvaire des populations, notamment celui des routes. Tels sont les défis majeurs de l'exécutif municipal au moment où l'année 2020 s'achève. Autre priorité majeure, c'est mettre fin ou la lutte contre l'insécurité avec le phénomène des microbes. On voit tout cela dans ce reportage de Georges Mitterrand, Donald Brice Kamgan. La dégradation du réseau routier à Douala, c'est l'une des priorités de la mairie de ville en 2021. Les routes principales pour lesquelles cette administration a compétence devront afficher un meilleur visage. L'entretien routier et d'une manière générale la mobilité, les routes, le transport public. Voilà les premières priorités de notre action. Nous avons l'éclairage public, on a commencé, on va continuer. Il s'agit d'avoir l'éclairage des principaux axes à 100%. Au moins les principaux axes, avoir l'éclairage, non pas un jour sur deux ou un jour sur trois, mais tous les jours. Les investissements sur les infrastructures, il faudra d'autant plus accentuer les financements des projets qu'en 2020, les attentes en matière d'amélioration du cadre de vie des populations ont été mises à rude épreuve pour diverses raisons, notamment la lutte contre le coronavirus. Nous avons, notamment en matière de transport, de mobilité urbaine, un plan novateur qui doit permettre d'améliorer la circulation sur tous les axes, tous les grands axes. C'est un investissement important, c'est un investissement d'entretien et que nous avons aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de milliards. Sur 3 ans.
L'actualité est marquée par le phénomène des microbes, ces bandes de jeunes qui écument les quartiers avec armes blanches pour agresser les populations. Les autorités municipales conviennent qu'au-delà des réponses sécuritaires à cette problématique, il importe de renforcer les moyens de lutte contre l'oisiveté, une cause majeure de cette gangrène. Nous avons justement, en ce qui nous concerne déjà, pensé beaucoup de projets qui pourraient déjà les intéresser. Et au niveau de la commune, il y a ce qu'on appelle la méthode IMO qui nous permettra à coup sûr d'associer les jeunes dans des travaux communautaires. Il faudrait une synergie d'action en intégrant non seulement les comités de vigilance qui sont établis dans tous les arrondissements, mais il faudrait également la bonne volonté des villages, donc les autorités traditionnelles. La mairie de ville de Douala achève ce conseil en adoptant parmi ses orientations pour 2021 la recherche de nouvelles niches de financement des projets pour répondre aux besoins des populations. Ces 57 milliards de francs CFA de budget actuel étant loin des moyens nécessaires. Exécution du budget d'investissement dans la région de l'Est. Les entorses et magouilles observées lors des passations des marchés publics plombent la consommation des budgets et freinent la construction des ouvrages. C'est le cas de l'hôtel de ville de Doumé. Benjamin Issam. Parmi les mots qui minent le secteur des marchés publics dans la région de l'Est, il y a le non-respect des procédures prescrites par le Code des marchés publics. Le ministre demande à Mme Maire d'annuler son deuxième appel d'offres et de respecter le résultat du premier appel d'offres. C'est tout. Ce n'est pas magique. Le code de marché est clair. Je n'ai fait aucune faute. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je serais perdant de cet appel d'offres. J'ai d'abord souffert pour cet appel d'offres depuis le départ. Il y avait d'abord un appel d'offres restreint. J'étais le seul candidat. Mais comme le code de marché public dit qu'à moins de 3 candidats, on ne peut pas considérer le résultat, le maître d'ouvrage a annulé cet appel d'offres restreint et a relancé un appel d'offres ouvert où tout le monde pouvait venir postuler. Cet opérateur économique s'est vu attribuer le marché de construction de l'hôtel de ville de Doumé en 2019. Un appel d'offres fructueux pour lui, mais la suite des événements sera de mauvais goût. Mon concurrent déjà n'avait pas fait une requête quand il a su qu'il a perdu le marché. La commission a proposé au maître d'ouvrage que j'ai gagné le marché. Malgré réticence du maître d'ouvrage pour signer la décision, elle a fini par la signer. Mais aujourd'hui, on me dit que l'appel d'offres est annulé. Contre toute attente, le maître d'ouvrage va marquer avis non favorable et lancer un nouvel appel d'offres et le même marché sera attribué à un autre soumissionnaire. Je ne vois pas de suite. Et apparemment, le nouveau bureau d'études qui a été adjudicataire est déjà en train de se mobiliser sur le terrain. Ça, je me pose des questions. Comment je ferais pour entrer dans mes droits? Parce que je ne demande que ça, qu'on me reconduise dans mes droits. Ce dossier est bien connu au ministère des marchés publics, mais les lignes n'ont pas bougé jusque-là. À la commune de Doumé, c'est le silence radio, malgré nos tentatives de voir plus clair sur ce dossier. Des solutions sont attendues par le patron des marchés publics qui vient d'effectuer une visite de travail à l'Est sur les chantiers du plan d'urgence triennal et les projets structurants. Ibrahim Talbamala s'est félicité des travaux de construction de la voirie de Bertois. Bertois n'est plus ce que nous avions connu à l'époque. De notre temps, on est enroulé dans la poussière et aujourd'hui, Bertois a totalement changé. Et je dois dire que les voiries urbaines sont quasiment achevées. Il reste certes des petits réglages à faire et cela va être fait dans les meilleurs délais. Au centre hospitalier de Bertois, malgré le retard, les travaux sont en cours d'achèvement et les équipements disponibles. Le développement du Cameroun est-il possible sans la maîtrise des données statistiques? Les experts en la matière répondent par la négative. Ils dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte des données statistiques. C'est à la faveur des journées scientifiques de la statistique organisées à Yaoundé, à Ixéril. Au vu des différentes mutations que connaît le monde, peut-on penser le développement sans maîtriser les données statistiques? La question est au centre des échanges, à la faveur des premières journées scientifiques de la statistique
organisé à Yaoundé. Le monde actuel veut mieux comprendre son fonctionnement et a besoin de ce que je peux appeler la science des données. Une science qui permet que lorsqu'on a un certain nombre de données sur un phénomène, qu'on puisse bien interroger ces données et être capable de savoir vers où on va, vers où on tend et vers quoi on peut s'attendre. La statistique est la science mathématique qui s'occupe précisément de cela. Parlant spécifiquement du Cameroun, les spécialistes dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte des données statistiques. On ne peut pas penser le développement sans savoir, par exemple, comment est répartie la population à l'intérieur d'un pays. Voilà les statistiques démographiques. À la fin des élections, nous avons par exemple une sorte de représentation de la politique nationale des partis politiques en fonction de leur représentativité. Et on peut donc se demander par localité où est-ce que tel ou tel parti politique est mieux implanté et comment faire pour mettre en place une stratégie d'unité nationale. S'il est clair que les statistiques aident à la prise des décisions, il n'en demeure pas moins que des statistiques mal élaborées ou encore la mauvaise utilisation des statistiques peuvent s'avérer contre-productives. Les statistiques aussi peuvent parfois desservir quand elles ne sont pas bien analysées. Elles peuvent être utilisées à des fins plutôt malveillantes. D'où l'intérêt d'avoir des structures qui édictent des normes et qui veillent à une certaine éthique dans l'utilisation et le jeu de l'utilisation des règles statistiques au Cameroun. Sous l'égide de la Société camerounaise de statistiques, statisticiens confirmés et statisticiens en herbe réunis à Yaoundé invitent les pouvoirs publics à repenser le développement du Cameroun en y incluant des données statistiques. Et les syndicats ont-ils leur mot à dire en politique? Voilà une question qui mérite bien un débat très enflammé. Les organisations syndicales ont voulu marquer le 75e anniversaire du mouvement, du mouvement syndical camerounais en menant cette réflexion avec pour objectif de discuter des moyens de renforcer leur aura et leur carrure dans l'environnement actuel. Donald Brice Kamgan. Les syndicats sont-ils dans l'arène politique? Débat d'idées sur la place et les influences que ces organisations socio-professionnelles peuvent avoir dans la vie politique d'un pays et au Cameroun en particulier. Le syndicat est obligé, étant un élément de la cité, de s'occuper aussi de la cité. Donc, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir un syndicaliste candidat à la présidence de la République, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais dans le débat politique, le syndicat a sa place et doit donner son avis partout où besoin sera. Prendre position, mais comment? Par la défense des droits de leurs membres, la critique des manquements des politiques publiques dans les secteurs socio-économiques. De la sorte, il y a forcément du politique dans les interventions que peuvent avoir les syndicats. Pour le docteur Serge Soron, le statut de force intermédiaire des syndicats renforce l'impact que leurs actions peuvent avoir sur un large public. Alors, dans notre cas, par exemple, si nos pouvoirs politiques ont besoin de légitimité pour discuter avec force, par exemple dans le cas des accords de coopération, eh bien, il est convenable qu'ils laissent des syndicats définir les orientations qui protègent les intérêts des Camerounais. Et une fois qu'ils auront mis ces intérêts devant, on ne pourra pas les bousculer parce qu'ils auront la légitimité nécessaire. Mais cela à condition que les syndicats soient forts. Ce n'est pas le cas au Cameroun pour le moment, convient les organisateurs de ce débat. Il serait urgent que l'État cesse de voir les syndicats des adversaires jurés. Dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, où le droit syndical est inscrit dans la Constitution, tous les opérateurs économiques contribuent à la vie des syndicats. C'est-à-dire, quand vous créez votre entreprise, comme entreprise, vous apportez déjà une contribution au syndicat. Si les syndicats ne présentent pas de candidats aux échéances électorales, les contributeurs à cette réflexion, à l'occasion du 75e anniversaire du mouvement syndical camerounais, ont rappelé que Cyril Ramaphosa, l'actuel chef de l'État sud-africain, ou Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, sont des anciens syndicalistes. Comme quoi, ici comme ailleurs, les syndicats ont souvent été des laboratoires de futurs hommes politiques.
Et dans la minute santé de ce journal, la lutte contre le cancer du sein préoccupe des organisations de la société civile sous la houlette de l'artiste musicien locaux. Un projet de soutien aux malades vulnérables vient d'être lancé à Yaoundé. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansov. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Si les personnes âgées sont les plus touchées, il y a également que de plus en plus. Cette pathologie n'épargne pas les plus jeunes. Avant, on disait que c'était la maladie des vieux, que non. Aujourd'hui, elle touche, on voit des jeunes filles de 18 ans, tout comme on voit des jeunes dames de 33 ans, tout comme on voit des mamans de 60 ans. Dans le dépistage gratuit et précoce aiderait, on espère, et s'il y a une boule qu'on puisse traiter et qu'on change le narratif du taux de mortalité en taux de survie. Sauf que la prise de conscience n'est pas encore à la hauteur des attentes. Le diagnostic est le plus souvent tardif et le traitement essentiellement palliatif. Une situation qui inquiète la société civile, pour qui il est plus que jamais indispensable de renforcer les moyens d'information au niveau de la population. C'est très important pour nous que la femme comprenne que le dépistage précoce aide beaucoup pour le traitement. Notre mission, c'est de changer les 80% de taux de mortalité que nous avons en ce moment en 80% de taux de survie. Parce que chez nous, il reste un mystère, on pense que c'est le village, alors que c'est un cancer qui, heureusement pour nous, peut être traité s'il est découvert de manière précoce. La prévention est d'autant plus importante que le traitement du cancer du sein coûte les yeux de la tête. D'où cette approche citoyenne qui s'appuie sur l'engagement de l'artiste local pour venir en aide aux plus vulnérables. Cela à travers la mise en avant d'un bon de prise en charge à hauteur de 10 millions. Chaque mois, nous allons prendre en charge certains cas qui sont vulnérables, donc ils ne peuvent pas suivre eux-mêmes leur traitement. Comme l'ont partagé les différentes associations, le taux de mortalité est assez élevé, donc oui, c'est quand même un problème de santé publique qu'il faut prendre au sérieux au Cameroun. La réduction de la mortalité liée au cancer en général et à celui du sein en particulier est une préoccupation constante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nous faisons plus un accompagnement comme un soutien psychosocial, c'est-à-dire que soit lorsqu'elle a déjà la maladie, généralement nous transférons déjà le cas au ministère de la Santé, les causeries éducatives, bref le dialogue, les moyens d'accompagnement. Parfois celle-là, elle peut perdre le travail parce qu'elle a été malade longtemps. Parfois le ministre les octroie des débuts de fonds de commerce. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de barrer la voie au cancer du sein qui fait tant de ravages dans notre pays. Cela est bien possible, à condition que le dépistage régulier prenne le pas sur la réaction tardive, très souvent fatale. À l'étranger, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, indigné par l'arrestation de Henri Konan Bédié, dans un échange téléphonique avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui faire part de sa vive préoccupation sur l'interpellation des chefs de file de l'opposition, Konan Bédié, Pascal Affinguessan et d'autres hommes politiques. Depuis Bruxelles, Laurent Gbagbo se dit outré par le traitement réservé à Henriette Bédié, femme apolitique dans un état de santé précaire. Le fondateur du Front populaire ivoirien appelle le régime de Alassane Dramane Ouattara à privilégier le dialogue et non la répression. Le communiqué est signé de Maître Habiba Touré, avocat personnel du président Laurent Gbagbo. Et du sport dans ce journal. FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun, l'instance fêtière du football national décide de retirer l'organisation des championnats professionnels au général Pierre Semengue. C'était au terme d'une session du comité exécutif de la FECAFOOT tenue à Yaoundé. AXRI pour plus de précisions. C'est la principale résolution prise par le comité exécutif de la FECAFOOT réuni à Yaoundé. La LFPC n'est plus compétente pour organiser les championnats professionnels au Cameroun. Le comité exécutif statuant à l'unanimité des membres présents décide de retirer, à compter de ce jour, l'ensemble des compétences déléguées à la LFPC. D'ailleurs, il n'existe aucune convention de délégation de compétences entre la dite Ligue et la FECAFOOT. Pour justifier cette deuxième suspension de la LFPC, qui ne dit pas son nom, la FECAFOOT évoque l'organisation du match d'ouverture de la saison au mépris de la réglementation selon elle. L'organisation au mépris des statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT d'un match de football auquel des joueurs sans licence et des officiels d'une association sportive étrangère ont pris part, ainsi que le procès verbal des auditions ordonnées.
Le comité exécutif de la FECAFOOT cite également le non-respect par la LFPC de la résolution 13 de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 25 septembre dernier. Au vu des manquements, dysfonctionnements internes ou défaillances constatées de la LFPC qui transparaissent à travers la remise en cause de la résolution numéro 13 prise par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 20 septembre 2020, la cacophonie dans l'organisation des assemblées générales au sein de la LFPC. Puisque pour la FECAFOOT, le match Panthère-Coton disputé le week-end dernier est nul et de nul effet, elle annonce la publication dans les prochains jours des conditions dans lesquelles le kick-off de la nouvelle saison sera donné. L'ensemble des modalités relatives à l'organisation des championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2 sera communiqué en vue du démarrage effectif des 10 championnats dans les tout prochains jours. Le comité exécutif de la FECAFOOT s'est réuni en 2 temps pour prendre ses décisions. Après la suspension des travaux lundi 2 novembre dernier, le COMEX s'est à nouveau réuni mercredi 4 novembre 2020. Et de la réclame dans ce journal, assistance à l'éducation, la Société anonyme des brasseries du Cameroun récompense les meilleurs élèves du département de la Vina, c'est dans la région du Nord. La SABC a remis des fournitures et kits scolaires aux meilleurs apprenants. Reportage. Après le littoral, le sud et le centre, la caravane du groupe SABC a déposé ses valises dans le Septentrion à la poursuite de la promotion de l'excellence scolaire ce 24 octobre 2020. C'est un total de 300 kits scolaires qui ont été remis aux élèves les plus méritants du département de la Vina lors d'une cérémonie très courue à l'école catholique Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Une reconnaissance du travail bien fait pour les enfants, mais également un coup de pouce pour les parents qui se voient ainsi soulagés d'une charge économique importante grâce à ces kits scolaires constitués de sacs à dos, de gourdes d'eau pour limiter la propagation des maladies hydriques et de tous les livres inscrits au programme allant des classes de cours préparatoires au cours moyen 2 pour la section francophone et de classe 1 à classe 6 pour la section anglophone. Thank you very much, Brasseries, for this prize. They gave me readers and a bottle of water to put water inside my bag. Je dis merci aux brasseries de m'avoir donné ce cadeau. Je veux bien étudier pour avoir encore. En ce temps du Covid-19, ça va nous aider à utiliser l'argent qu'on allait acheter les manuels scolaires à faire autre chose pour aider nos enfants. Nous promettons de bien faire usage de ces dons. Outre les élèves primés et leurs parents qui promettent de faire bon usage de ces kits scolaires, l'administration y voit également un geste responsable de la part d'une entreprise citoyenne qui, malgré la pandémie qui a paralysé ses activités, a tenu à honorer son engagement citoyen dans le volet éducation en contribuant à la formation de la jeunesse de demain. Nous ne pouvons qu'encourager les brasseries du Cameroun à aller de l'avant et à diversifier ce genre d'opération parce qu'en fournissant tous les livres et tous les cahiers et un sac aux enfants, ils allègent les parents dans leur quête pour une éducation meilleure et plus grande. Donc les brasseries du Cameroun nous aident dans plusieurs secteurs. Pour le groupe SABC, pareille initiative rentre en droite ligne de son engagement à toujours promouvoir l'émergence d'une jeunesse plus performante pour répondre aux besoins de développement du Cameroun. L'éducation, c'est le premier axe de notre action RSE. Pour cette raison qu'on donne les kits scolaires pour encourager les enfants au travail bien fait, qui est le seul gage de la réussite scolaire et de la réussite dans la vie. En plus de rappeler à la jeunesse du Septentrion que le groupe SABC, c'est vous, à travers ces caravanes de l'excellence scolaire, le leader agro-industriel camerounais poursuit son engagement dans l'ouest du pays auprès des couches les plus faibles, convaincu dans son ADN qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autour et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox. Serge Alain. Obsèques des 7 élèves assassinés à Kumba le 24 octobre dernier, le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gauthier en représentant personnel du chef de l'État.
L'émotion était au rendez-vous ce jeudi 5 novembre à Kumba, dans le sud-ouest. Sergent Lotou, vous l'avez dit, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, représentant du chef de l'État, s'est incliné devant la mémoire des 7 écoliers froidement assassinés le 24 octobre dernier à la Moda Francisca School. Il faut le rappeler, en matinée, le chef du gouvernement a rendu visite aux élèves grièvement blessés ou aux rescapés grièvement blessés de cette attaque internée à l'hôpital annexe de Kumba. Sergent. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Équinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Sergent. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Équinoxe Soir. Retour sur le plateau Équinoxe Soir, deuxième partie. C'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Adé Agnew, Barista Tamfou, Barista Achou Julius et Augustine Wendou. Augustine Wendou, vous avez dit, on a dit en première partie que on n'aimerait plus voir assister à ces cérémonies. Il est temps, grand temps que ça s'arrête. Parce que le Premier ministre était personnellement le représentant personnel du chef de l'État aujourd'hui à Kumba. I think to me it's not extraordinary. Oui. The government had done just what she was supposed to do. Oui. Because these are the future of the nation that has brutally been taken away for no just reason. But before I want to come back to Senior Barrister. Non, Père Ontier, hein? Yes. On fait d'abord le tour, hein? C'est le débrief d'abord. Yes. Vous allez revenir, vous allez lui répondre après. Yes. Vous allez répondre à Barita. Okay. Restons sur la cérémonie de Kumba ce matin. Beautiful. I want to say that the homage paid to these martyrs, I started this program by saying that they have been canonized as martyrs because first and foremost they are angels. They are already in heaven. And when they projected the casket, you saw it written on it. I'm so happy. And I want to say that the nation has just done what it's supposed to do. Yes, but the question I'm asking now, after befitting burial, what is government going to do to the parents of these children in order that they should not fall prey to vindictiveness, to even public vengeance, because it can happen. These were not just 7 parents. They are not just 7. Those who are in hospital receiving treatment, they need psychological, counseling. The government must put in place a mechanism of psychological counseling. Oui, le ministre de la Santé publique avait déjà mis sur pied ces structures. Beautiful. I want to say that it's not only putting the structure. À travers le communiqué, hein, dont on a lu un communiqué. Yes. Voilà. On espère que ces structures sont fonctionnelles. It should be effective. Voilà. Because the trauma that has come about, these brutal killings to these families, because it's not just the man, the woman, it's an entire family. So you can see that it's like a whole village that is traumatized. It's a whole society. All of us here, if we are this touch, what more of those who are directly involved? After befitting burial, let the parents, let the children be counseled, given psychological counseling in order to desire school again, so that they should not, get off their senses. Okay. And after doing so, government, I maintained, I'm a journalist, government should put an end to this manslaughter. Ok. Barista Tamfou, la cérémonie d'hommage ce matin pour vous, elle devrait être la dernière. Well, that would have been my fervent wish if we were in a responsible country, because nobody is happy with what is ongoing. We should put a stop
to this senseless war. Those children did not call for it, and will not still want to live other massacre. We have not even finished to cry in Garbu, we had Kumba. Sincerely, let's be responsible and put an end to this. Yes, today we are happy saying that there are martyrs. Is good, but the question that ones would like to ask is, after this, what next? If the next will be that we will not be having such incidents, I'll be very quiet and sleeping. I would like to travel in those regions without having fear. I would like that children should go to school in those regions without having fear. That is all what a common citizen can ask to a country. Those children were the future generations of tomorrow. Maybe the head of state of this country could have been found in those children, but because of a senseless war of which they are not actors of what is ongoing, they are paying the price today. So we continue to condemn those acts. We continue to call the attention of the government in place that the military option that it puts in place to resolve this problem is not working. Let's have a rethink and let's call for peace at all costs. Ok. Adé Agnew, pour vous, les élèves qui partent comme ça, les enseignants, comment on se sent? When I saw the coffins and everything that happened in Kumba today, it is like a blow cutting my heart. I'm bleeding internally because these children, when I teach in class, I always stay back to listen to the results. Then when I pass along the road and somebody say, Mr. Agnew, I was your student in lycée, I'm happy because I've guided another Cameroonian who will lead this country tomorrow. And these were future leaders who for no good reason are going beyond today for our own egoistic reasons, for our own egoistic tendencies. We should sit up. If the major national dialogue in Yaoundé did not solve this problem, let's discuss again. Let's sit on the same table once more, look at each other eyeball to eyeball. And one of the things that I know is that saying I am sorry is very difficult, but it is the golden key that solves 1 trillion problems within 1 second. And when you forgive, you are not forgiving the other person. You are actually forgiving your own self. When you hold a grudge against somebody, you are the person feeling that internal pain, that psychological pain. I think, as I heard that somewhere, that the Minister of Public Health has sent counselors to go and actually guide and talk to these parents. It is not just to the parents, it is talking to Cameroonians in general. I'm afraid to send my children to school, even here in Douala. We should, when we say they are attacking in Kumba, when people run away from those areas, they come to Douala first. They go to Yaoundé second. They go to Bafoussam. We have seen attacks around the borders between Bafoussam and Banson. Yes. So where are we safe in Cameroon? We are not safe anywhere. What has happened in Kumba today has happened. We should not end at that level. We should sit down, look at each other in the eyes, and if I point out an error and you see that it's actually hurting me, you ask for forgiveness, we ask for forgiveness, we sing the Cameroon national anthem, we stand under one Cameroon flag, we hold our arms, we greet each other, and we continue, we move from where it is. We should stop politicizing this issue. Ok. Barista Joe, comment faire pour que ces images-ci, qu'on ne les revoit plus, que Kumba soit le dernier épisode macabre? I'm very sorry to say this. We're the ones encouraging those people to do what they are doing. So we will never stop as we keep saying, let's sit down and talk. Talking with opportunities have been given people to sit down and talk. Et comme ça ne marche donc pas, qu'est-ce qu'on fait? Fine. What sit down and talk? What are we doing here? Are we not talking? Yes.
What are they doing in the DDR center? Are they not talking? What are they doing in other TV stations and whatever, radio houses? Are we not talking? When you say sit eyeball to or eye to eye, what do you mean? Are you part of them? Or you want to see this way and who sees the other way? Are we not all Cameroonians? Please, let's be consequential. When I saw those coffins, the coffins in Kumba, I wept this morning. I asked myself, who can be that wicked to take a gun and shoot an innocent child? Who? Is that human? Is it not human? It is not politics. It is not war. Are those kids fighting the war? Are those kids doing politics? It is not. And I will not hesitate to thank all those who organized the event. The head of state sent a representative. I'm sure the Prime Minister was there to bring peace and solace to the family, to ask them to beg them, to console them, to see if they can forget what and to forge, look for the way forward, not looking always behind, backwards. I would like to thank them for what they've done in Kumba today, because I saw it was well organized, and I'm sure the families were very happy for what must have happened. I would like to share the fact that this thing had nothing to do with politics, and I'll say it the day I'm going to my grave. But at the end of the day, who is who? Do you have the answer? The answer is this. My country is under a conflict imposed by untrained military people who are carrying guns. They support a political ideology. But they themselves don't do the politics. They feel they are right, and if you are not with them, you are wrong. So it goes without saying that the guys carrying guns have nothing to do with politics. Because in politics, I have to tolerate your idea, you tolerate mine. When you are carrying a gun to shoot at me because I'm not tolerating yours, it's no longer politics. We're in a war of attrition. We're in a war which is not, we're in some sort of war which the government should not tolerate. I'm surprised people say the government is using a military option to solve this problem. The military option has not even started, because if you know about war, most of you are not living in war zone. You don't know anything about war. You're feeling it for the first time. When the Makiza era in the 60s was going on here, did you ever hear anybody said anything about dialogue? Do you know how many people were killed? Do you know how many people were killed? Do you know what happened? It's because it's a type of war asymmetric in the sense that which you don't know who's the next, who's in front of you, who's behind you, who's by your side. So at the end of the day, it is difficult to do some sort of a selection to find out who are those carrying guns and who are those not carrying guns. Which means that for these things to succeed, it is you and me. You have to be the biggest security agent of your neighbor and vice versa. Because these guys who carry guns mingle in the society, and we know them. We know them, we don't denounce them and allow them, and you put it, say, oh, the government should come, the government should come. No. Who's the government? It's all of us. But once you distance yourself from the government, and you don't feel as part of that government, it means there are two things. Either you're supporting the other people who are also on the other side, or you are laughing at the government that, oh, let it continue, to show that the government is weak. But you forget that it affects all of us. This thing affects everybody. There's nobody who can say it doesn't feel the pinch. But instead of us coming together to fight it, we're encouraging it. Somebody says, I want my country. And he says, the only thing I'm putting on the table to discuss is separation or nothing. I'm not coming. And you say we should dialogue. You talk with him. How can we talk with such a person again? What are we saying? Are we saying something the opposite? Some political parties and their allies, they sit in a meeting and vote to buy arms
and sent to these guys. And at the same time, you want it to stop? What are they going to do their arms to? To caress you and me, or to shoot at you and me? Please, let's be consequential. Always let's be consequential. If the population wants this thing to stop, it's a one-day affair. But the day we condone to what is happening, we run away from it. We are scared of those small kids they talk in the bush. It will never end. We're going to take advantage of it. Whether you like it or not, that's how it's going to look like. Okay. We have to be careful. We have to be each other's keeper for this thing to stop. Okay. Don't rely on somebody to come and help you in your house when there's fire there. Okay, Augustine. Yes, I want to come back to make precisions, to make my point crystal clear to Senior Barrister Ashu Julius. To the audience, please. To you and the audience, I understand if you were talking here like the international barrister, I understand your train of argument will not be the same. Your train of argument is what it is because you're a politician, and I'm happy because you say I'm a journalist and I investigate you, politicians, and I need to tell you where you are not getting it right. You're quoting Macky Sall. The era of Macky in Cameroon, how many decades? What's the difference? From today? No. You were in a one-party system, in a ruthless dictatorship, and the era in which we are in a democratic, pluralistic system, where, and the world has evolved. You want to tell me that the president can order helicopters to go spray villages in the northwest and set them ablaze, as it was done in the era of Macky? You will answer at the Hague. Okay, that is true. So you don't bring archaic examples that no longer suit with our contemporary times. I want to say that these are Cameroonian children, Senior Barrister, that has been taken hostage by the devil. Their father can forgive them. Barrister Ashu Julius Senior. No, Senior Barrister Ashu Julius, who are the victims of the. You say that it's not a political problem. I say it's a political problem because it started in October 2016 and culminated to the chaos which we are going through today. You cannot deny it and distort history that this strong nation under heaven called African miniature is because the Anglophone Cameroonians decided that let us live together and form an indivisible, vibrant nation, and they did not come to this nation as second fiddle. So that's they take guns now. No. Okay. You are still going. No, what you're saying, Senior, is repugnant. I am saying that. No. Honestly, because you are taking me to be supporting secessionists. I said no. I don't support people who killed, whether it is the secessionists or the National Army, because today we are talking about the Kumba massacre, the Pini massacre, and the Garbo was equally proven that they were not secessionists. But what I want to say today, that the lawyers and the teachers did not carry guns. They have hijacked the noble cause, which was legitimate. You cited, statement here, like Nijon Frundi, the day he was kidnapped and molested. I said, no, we have gone astray. People will say that, oh, he has eaten soya. I say, what soya? If you want to carry out a revolution for the self-determination and for the statehood of Southern Cameroon, you start by molesting people like the Frondis. Today they are talking about the prince of the Roman Catholic Church, Touch. His Eminence Christian Cardinal Tomi. I hope it's not true. Because if it's true, then I say that the finger of God is warning. Yes.
We should not just talk because we want to defend political stands. Senior barrister, even the father of this nation, in a colloquium in France, made it crystal clear. The history of a people constitute the destiny of a people. When you so you carry guns then? No, that is not the case here. I am still coming back to say that the consequence of the fact that the union was not well managed, the union was not contrasted in good faith, it resulted to what we are living today. Why do you carry guns yourself? I cannot, because I am. Okay. I cannot. Reason being that those who are carrying guns are not justifying them here. You are saying that they cannot talk with them. I am asking you here and now, who are the victims? The victims are not necessarily. If you were saying that, okay, there should be a security, apparatus just to pinpoint those who are carrying guns. But we are talking here about innocent civilians, innocent children, victims of a senseless war. And we are not an isolated nation on the planet Earth, Senior Barrister. We have seen nations that have gone to table with people that have gone against Republican institutions. None of us will stand to say that what they are doing is correct. I want to say here and now that the President of the Republic should stop manslaughter, because in as much as if the first dialogue was called, what was the consequence? What happened? That the President of the Republic convocated the first national dialogue. Some will call it a monolithic, a monologue. But I want to say that that was a step ahead. A second dialogue can still be called. Ok, voilà. Ade Agnew, votre mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient de vous? Well, I will still call on the government of this country to sit up, to come out and stop whatsoever is happening in the northwest and in the southwest regions. And it is only those whom we voted and gave our authority to who can stop this war. Carrying of guns from either A or from B, sending the military, is not going to solve this problem. In 1984, with the stroke of a pen, the name United Republic of Cameroon changed to Republic of Cameroon. And this is the root cause. That justifies guns. This is the root cause of this problem. So, if we know where the problem starts, if we know the roots, where the foundation of this house is, we can erect a good house. We know where the problem is. Okay. We should try. We should do everything. Be Cameroonians. Be Cameroonians. We should not be intimidated. Because at one point now, we don't even know who is who. You don't know. When you talk here, you cannot. You don't even know what what is happening next. We should not be intimidated. We should be given a chance to be Cameroonians. Everybody's ideas should count. Ok, voilà. Barrister Tamfo, est-ce que vous comprenez rapidement, vous comprenez pourquoi l'attitude de Barrister, Senior Barrister Achou, on va négocier avec qui? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un langage qui devrait encore être tenu? No, to me, people, Cameroonians, when you hear him speak, he's speaking as the lion. The lion should be seen, because when the lion is there, all the other animals keep quiet. Today, what Cameroon is living is that the lion is not there, or the lion has become the cat. That is what is happening. And let's be honest and respectable to Cameroonians. Somebody has taken the mandate to secure the lives and security of Cameroonians. And tomorrow, which is an anniversary day, I call on his intelligence